Votre présentation a l'air très professionnelle. Bon, eh bien, nous voici de retour. J'espère que votre pause a été agréable. Nous revoici pour le thème numéro 2, les cyberattaques. Je vais d'abord présenter le jury et puis nous allons exposer le scénario. Nick Dunning est le premier juré. Il est chef de section cybertechnologie et technologies émergentes au niveau du cabinet du sous-ministre adjoint responsable des politiques au MDN. Cette équipe s'occupe de l'interaction de la cybertechnologie et des questions stratégiques. Nick a occupé un certain nombre de postes au niveau du renseignement et de l'élaboration des politiques. Deuxième juré, Martin Fontaine, qui a entamé sa carrière à l'ESC en 1986. Il est actuellement chef de la recherche stratégique, responsable des équipes de recherche appliquée ainsi que de la coordination recherche-renseignement. Auparavant, il était chef de l'équipe de développement de l'écosystème de cybersécurité. Enfin, le lieutenant-colonel Udam Marin, qui a passé 30 années dans différents rôles militaires, à l'origine officier dans l'armée. Depuis 8 ans, il est conseiller stratégique du commandement du groupe consultatif stratégique. Voici le scénario. Un groupe cybercriminel hébergé et soutenu par la Russie a ciblé des infrastructures de santé critiques avec un rançongiciel, avec l'émergence d'une nouvelle vague de la COVID, nous en sommes à la vague 8 ou 9, perturbant le fonctionnement des hôpitaux, lesquels peinent à gérer les nouvelles vagues. La cyberattaque suit une tension accrue entre le Canada et la Russie à cause du soutien du Canada aux sanctions contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le Canada doit décider s'il doit payer cette rançon et comment ces attaques peuvent être dissuadées ou prévenues dans l'avenir. Matt de l'Université Queen's, Gabriel de l'Université Carleton et Melissa de l'Université McGill. À vous la parole. Merci Alex. Tout d'abord, merci au ministère de la Défense nationale, aux Forces armées canadiennes, à tous les autres intervenants qui ont permis d'organiser cette rencontre et merci à nos jurés, eux qui sont occupés, qui ont pris le temps de participer à cette séance. Tout d'abord le scénario, ensuite un bref survol du paysage des cybermenaces, sur tous les facteurs qui donnent aux acteurs menaçants les moyens d'agir. Deux solutions de politique à court terme, l'une réactive et l'autre proactive, et puis une recommandation de politique à long terme. Ma collègue Lisa va commencer par l'explication du scénario et nos politiques de réaction à court terme. Bonjour. Voici à quoi ressemblent les hackers en Russie, les pirates et les cyberpirates. Je rappelle le scénario qui nous a été attribué. Un groupe de cybercriminels hébergé soutenu par la Russie a ciblé une infrastructure critique de la santé au Canada avec un rançongiciel alors même qu'émerge une nouvelle vague de COVID. Ceci est attribuable au soutien du Canada aux sanctions à l'égard de la Russie face à l'invasion de l'Ukraine. Comment réagir à l'attaque? Doit-on payer une rançon? Et comment peut-on dissuader des cyberattaques futures? On suppose que la cyberattaque a frappé un réseau municipal de grande envergure dans une ville comme Toronto, Halifax, Calgary ou autre. Il s'agit d'une question importante à cause de l'importance accrue attachée au Canada à la technologie numérique. Les cyberattaques ont connu une montée en puissance pendant la pandémie. Les plus courantes sont des attaques de rançongiciel, lesquelles empêchent l'accès à des éléments de technologie de l'information d'entités qui ne peuvent alors fonctionner. Les facteurs sous-jacents, ou plutôt les facteurs qui favorisent les cyberattaques, sont nombreux. L'un des premiers facteurs consiste en la présence de failles dans la protection des renseignements personnels. Le savoir technique nécessaire pour réaliser une cyberattaque est moins important, ce qui accroît la facilité d'accès aux programmes malfaisants. Le bassin de talents se développe, ce qui entraîne un plus grand nombre des attaques. Enfin, le soutien de tiers à des organismes de cybercriminels leur permet de fonctionner presque impunément. Compte tenu de ce scénario, assurer la continuité du service est notre priorité. Ceci prendrait la forme de la création d'un hôpital de campagne
et d'un mécanisme de triage pour les hôpitaux affectés. Des sites mobiles seraient établis hors des hôpitaux pour les patients les plus affectés afin de continuer, d'assurer la continuité du fonctionnement. Ensuite, la prévention de la propagation de la cyberattaque. Il s'agit de prévenir la dissémination des logiciels malveillants. Tous les appareils infectés doivent être éteints, le réseau doit être mis hors d'usage, ce qui empêchera la diffusion des logiciels malveillants, ce qui entraînerait encore d'autres dégâts. Il s'agirait également d'envoyer un avis, une fois que la menace a été identifiée, un avis aux autres hôpitaux du réseau, lesquels pourront alors prendre les mêmes mesures que nous. Il s'agit d'une manière simple de rejoindre tous les intervenants à la fois. Enfin, une fois les logiciels malveillants isolés, la mise en place d'un système de cryptage à 2 ou 3 niveaux afin de réduire la vulnérabilité des réseaux en les séparant représenterait une mesure utile. Un autre aspect important de notre réponse, l'analyse de la menace et des cyberopérations. Il s'agirait d'une mesure de type proactive. Priorité, identifier l'origine, les acteurs et les mobiles de l'attaque, ce qui s'appuierait sur nos systèmes de renseignement, notre SCIC en collaboration avec nos alliés, particulièrement les Five Eyes. Nous savons qu'il s'agit d'un groupe cybercriminel présent en Russie avec le soutien de l'État russe, mais plus généralement, il est essentiel d'acquérir des informations sur les attaquants. Il s'agit d'une information clé pour développer des réponses futures. En fonction du scénario actuel, nous recommanderions l'utilisation de cybercapacités au niveau des forces armées canadiennes, du SCIC et d'autres instances de sécurité canadiennes afin de perturber les cyberattaques ainsi que le fonctionnement du groupe de cybercriminels et de mettre leur infrastructure hors d'usage si possible. En effet, les attaques de rançongiciel ciblent souvent une victime plusieurs fois. On peut donc supposer que l'infrastructure de santé, surtout pendant la vague de COVID, a été affectée et serait donc vulnérable à d'autres attaques. Donc il s'agit d'atténuer cette menace, ce qui serait une priorité absolue. Nous collaborerions également avec des alliés au niveau de l'accroissement de la pression s'exerçant sur la Russie. Nous rechercherions, par l'intermédiaire d'AMC, à créer une coalition pour dénoncer l'appui de la Russie à ce groupe de cybercriminels et rechercher potentiellement, surtout dans ces circonstances où l'invasion de l'Ukraine par la Russie donnerait à cette attaque un caractère particulièrement agressif. Nous chercherions à utiliser cette dynamique afin de monter en puissance. Nous devons également envisager la question du versement de rançon. La plupart des cyberattaques débouchent sur le paiement d'une rançon. C'est un fait malheureux. Si le système d'infrastructure de santé n'est pas rétabli et que la situation commence à échapper au contrôle de leurs auteurs, le versement d'une rançon devrait malheureusement être envisagé. Toutefois, nous recommanderions que, à l'étape initiale de collecte de données, ce facteur soit conservé afin de récupérer éventuellement le paiement par des moyens cybernétiques des attaquants. Cela s'est fait dans certains cas, c'est une possibilité envisagée. Enfin, nous négocierions avec l'État parrain de cette attaque, la Russie en l'occurrence. L'attaque aurait été hébergée en Russie et soutenue à une certaine échelle par l'État russe. Donc les négociations avec la Russie seraient indispensables à court terme et à long terme. Et les forces armées canadiennes jouent un rôle à ce sujet. Il s'agit d'établir une liaison et une relation de soutien avec l'Ukraine, par exemple, en annonçant une nouvelle tranche de mesures de soutien, le tout afin d'amener la Russie à cesser son attaque. Enfin, nos recommandations relatives aux politiques futures. Comment abordons-nous la prévention des cyberattaques, la dissuasion et la perturbation? Notre première approche, nous l'appelons l'IA défensive.
élaboré par et pour les Forces armées canadiennes et le MDN. Il s'agit de renforcer la protection des infrastructures critiques, en l'occurrence des hôpitaux. Cette IA vise à offrir une réponse défensive automatique et intelligente à une cybermenace en analysant la menace rapidement dès qu'elle est découverte et en déterminant quelles sont les mesures à prendre afin d'atténuer la menace dès que possible et dans toute la mesure du possible. Il s'agit d'un système qui serait adopté par de grands réseaux de santé intégrés métropolitains, surtout d'abord à cause de leur capacité de patients, ensuite à cause de la présence d'unités médico-chirurgicales spécialisées, et enfin à cause du fait qu'ils dispensent des traitements qui ne peuvent aisément être dédiés ou reproduits dans d'autres hôpitaux ou réseaux de santé. La mise en œuvre, comme nous le savons, la santé est une compétence provinciale. Il s'agirait d'une adhésion volontaire. Le système serait mis au point par le gouvernement du Canada qui possède la capacité d'élaborer un tel système et nous encouragerions fortement tous les hôpitaux à participer à ce programme. Dans la même veine, nous envisageons d'encourager la collaboration avec nos partenaires de l'OTAN, en particulier avec le cybercentre le centre de cyberdéfense de l'OTAN pour accroître le partage de ressources, notamment les données au sujet des menaces pour nous exposer quelles sont les menaces qui existent et quelles pourraient être nos réponses. Nous envisagerons également une collaboration dans le cadre d'une conférence annuelle afin que les parties prenantes de l'OTAN puissent acquérir une compréhension mutuelle, mettre au point des normes mutuelles, établir des bases d'informations sur les cyberattaques, leur prévention et la manière de lutter contre celles-ci. Cela peut également s'appliquer au niveau interne. Le centre de l'OTAN propose également des ressources pour l'usage interne. Nos centres pourraient être formés, par exemple le Centre canadien de cybersécurité a également des contacts avec les parties prenantes. Il y a une autre idée axée sur l'IA, semblable mais distincte. Euh, il s'agit d'un outil de prédiction et d'analyse. Ceci servirait à recueillir des données sur les cyberattaques afin de comprendre quels sont les acteurs, d'où vient la menace, ou d'où vient le logiciel malveillant et comment ces acteurs sont financés, infrastructures, hébergement. Et ceci serait utilisé pour une analyse après action de la cybermenace afin d'identifier la menace, les recours possibles, afin de veiller à ce que la menace ne se répande pas ou qu'il y ait d'autres vulnérabilités qui pourraient être exploitées, et enfin d'accroître la capacité prédictive. Si nous comprenons la menace, si nous disposons d'une base de données, et l'IA peut nous permettre de comprendre comment elle se compare à d'autres menaces, ceci nous permettra de mieux pronostiquer les menaces afin d'assurer le déploiement de ressources, de nos maigres ressources de cyberdéfense. Cela peut également nous permettre de déceler des motifs de défense et des vulnérabilités inconnues ou mal contrées. Enfin, une autre recommandation, de rétablir un protocole d'entente entre agences et gouvernements du gouvernement du Canada, qui ont des capacités, des cybercapacités et des responsabilités en la matière. Il y a eu une évolution considérable au niveau des capacités de responsabilité depuis 2 ans, notamment le transfert du centre de cybersécurité au SCIC. Nous pouvons donc adopter une approche à l'ensemble du gouvernement pour établir une posture nationale de dissuasion dans le cyberenvironnement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui. Bon, merci pour votre présentation. Euh, riche en aperçus. Vous n'avez pas évoqué. Bon, vous proposez une stratégie axée sur l'IA pour pronostiquer les tendances. Mais croyez-vous qu'il aurait été plus facile au niveau de l'hôpital de prendre les mesures
pour être prêt beaucoup plus rapidement à réduire les perturbations. Pourquoi l'hôpital, par exemple, n'avait-il pas une stratégie de secours efficace qui lui aurait permis de rétablir à partir des donc avant l'apparition du du rançongiciel et comment gérer cela? Bon, je vais tâcher d'y répondre et mes coéquipiers peuvent compléter ma réponse. Je crois qu'en établissant des pratiques exemplaires dans l'avenir, je crois que ce serait une bonne idée. Je crois que ma coéquipière Lisa a déclaré que le fait d'avoir un système de cryptage à 2 ou 3 niveaux serait idéal. Nous proposons d'encourager la présence de tels réseaux partout au pays. Quant au scénario spécifique, donc pourquoi n'y avait-il pas d'appui spécifique? Je crois que peut-être l'on ne suit pas actuellement les pratiques exemplaires au Canada. Euh, il faudrait donc entreprendre une action de sensibilisation afin d'assurer que les structures nécessaires, pertinentes disposent d'informations claires sur les menaces. Merci. Bon, je- vous avez évoqué dans votre première diapositive la perturbation de la cyberattaque sur place. Dans votre étude sur ce sujet, avez-vous trouvé des, des lacunes ou des idées brillantes? On a parlé de cyberdéfense, de défense en profondeur. Est-ce que vous avez découvert quoi que ce soit à ce sujet? À quoi nous pourrions nous attacher quand nous parlons donc de frapper les territoires, de frapper les attaquants sur leur territoire? S'agissant de perturber les acteurs responsables de la cyberattaque, bon, euh, nous sommes convaincus que le fait de participer à une équipe de cybercriminels représente un créneau spécialisé. Cibler l'infrastructure, la cyberinfrastructure russe en général ne serait pas suffisamment, euh, ne serait pas suffisamment ciblé. Nous envisagions des mesures offensives de perturbation grâce à la collecte d'informations. Il serait possible d'infecter des systèmes d'exploitation et peut-être de réduire leur capacité d'attaque. Ceci dit, aucun d'entre nous n'a de formation en cyberopération spécifiquement, donc nous nous reposerions sur la discrétion de l'ESC et d'autres organismes ayant des capacités cybernétiques. Nous aurions donc des consultations avec elles pour développer la méthode exacte de perturbation. Bon, je pourrais intervenir en disant, d'abord, je m'appelle Nick, je ne suis pas Christina. Je voudrais vous prier de m'excuser pour mon retard de quelques minutes. J'ai eu des problèmes de branchement. Excusez-moi d'arriver en retard. Je voudrais remercier l'équipe pour cette excellente présentation, pour vos aperçus. J'ai beaucoup apprécié la diversité des options de politique que vous avez proposées. Je voudrais rebondir sur l'une d'elles afin de mieux comprendre pourquoi vous proposez une option. C'était la première. Si j'ai bien compris, vous proposiez de fournir des outils de défense par l'IA aux forces canadiennes afin que afin que celles-ci puissent conjuguer leurs efforts pour défendre l'infrastructure critique. Est-ce que vous pourriez développer cela? Pourquoi les forces armées canadiennes, typiquement, ce rôle correspondrait davantage à celui de l'ESC par l'intermédiaire du cybercentre ou directement, mais il y a peut-être un autre angle que vous avez exploré que je ne comprends pas. J'espérais obtenir vos éclaircissements à ce sujet.
comment définir ce rôle de protection de l'infrastructure critique. Merci et excellente présentation. Merci. Bon, je vais esquisser une réponse. D'abord, je voudrais dire que nous avons reçu pour instruction de nous en tenir surtout aux capacités du MDN et des forces armées, mais nous savons que l'ESC est une agence au sein du portefeuille de la défense qui anime ce genre d'efforts. Également, les forces canadiennes et le MDN ont pour mandat de protéger les réseaux du gouvernement du Canada contre les cybermenaces. Donc, nous voyons un rôle pour les forces armées canadiennes dans le rétablissement post-catastrophe, surtout si les hôpitaux ne peuvent le faire eux-mêmes. Nous en avons parlé dans, lorsque nous avons évoqué les recommandations relatives aux hôpitaux de campagne et au triage. Mais cette IA peut être développée parallèlement en consultation avec les forces armées. Vous avez tout à fait raison. Ce serait le SCE qui animerait le développement et les capacités. Le SC plutôt. Merci. Merci beaucoup, équipe, pour sa présentation. Nous passons maintenant à la seconde, dernière équipe. Pour les cyberattaques, nous avons Annarisa Feng de l'Université de Toronto, Kelly Grounds de l'Université Simon Fraser et Ali Armstrong de McGill. Bonjour, merci d'être ici. Je suis ici pour vous parler avec mes collègues de la manière de traiter au mieux cette situation. Avant cela, j'aimerais vous parler de la manière dont nous avons perçu le scénario et des hypothèses que nous avons prises. Dans le scénario, nous savons qu'il s'agit d'hôpitaux provinciaux, mais nous ne savons pas combien ont été impactés, quelles opérations sont affectées et le montant de la rançon demandée. Sur la base de ces hypothèses, on nous a posé 3 questions auxquelles nous devions répondre. Tout d'abord, le Canada doit-il payer la rançon? Deuxièmement, comment le Canada doit-il réagir à la campagne d'attaque par rançongiciel? Et troisièmement, s'agissant du MDN, comment peut-il se protéger et dissuader de futures attaques? Sur la base de ces questions, nous avons identifié 3 résultats souhaités pour nos recommandations. Tout d'abord, élaborer des mesures concrètes pour dissuader les attaques futures, accroître la résilience du Canada aux cyberattaques et accroître la coopération entre le MDN et ses alliés. Je vais maintenant laisser la parole à Narissa qui va vous parler donc de nos réponses. Merci, Kelly. Tout d'abord, est-ce que le Canada doit payer la rançon? Et nous allons voir 2 solutions différentes. Tout d'abord, que se passe-t-il si le Canada paye la rançon, pardon. Le Canada pourrait alors récupérer ses réseaux plus rapidement, reconstruire plus tôt et puis potentiellement suivre et récupérer les fonds. Mais si le Canada ne paye pas la rançon, vous avez différents résultats positifs également. Bon, vous devez reconstruire le réseau quoi qu'il en soit, que vous payez ou non. D'autre part, cela pourrait
créer un dangereux précédent pour les pirates. Ils augmenteraient donc le risque que d'autres victimes soient attaquées et que vous-même ne soyez de nouveau attaqués. Mais il est important de comprendre que le fait de payer une rançon, ça ne garantit pas le retour de vos fichiers. Même si vous recouvrez tout cela, il y a eu donc une attaque et les attaquants pourraient alors recréer votre système. La conclusion est donc claire, le Canada ne paiera pas la rançon. Voici la réponse que nous proposons vis-à-vis de cette attaque. Comme vous le voyez, le ministère de la Défense nationale ne sera pas le seul intervenant. Il y aurait donc d'abord les Affaires mondiales Canada, AMC, qui aurait son mot à dire pour attribuer, décider qui est l'attaquant, pour mobiliser une action collective de la part de la collectivité internationale. Pour ce qui est de la réponse cyber, des cyberopérations, cela serait coordonné via le CST. Et les provinces, la sécurité publique et la gendarmerie royale du Canada auraient également à prendre les devants pour résoudre le problème sans payer de rançon. Enfin, le ministère de la Défense nationale fournira donc des renseignements de type notamment IA. Maintenant, je vais laisser mes collègues prendre la suite de la présentation. Merci. Alors, comment est-ce que le MDN peut dissuader les attaques futures? Nous proposons une collaboration entre les projets du MDN et le projet IDEAS pour une innovation ciblée face notamment aux cybermenaces. Il s'agirait d'utiliser les projets compétitifs, d'identifier donc les projets les plus viables à développer donc avec les créateurs et le MDN. Il y aurait donc une solution à un niveau acceptable de préparation. Elle serait ensuite testée, mise en action et on y parviendrait bien plus rapidement que si on n'avait pas eu ce programme ciblé. Spécifiquement, nous pensons qu'il faut donner la priorité à l'information quantique, à l'IA et à l'apprentissage automatique. S'agissant tout d'abord de la recommandation pour l'informatique quantique, il y a eu donc, bon, ça a été un projet précédent du concours IDEAS mais là, ça n'était pas une question cyber. Cependant, l'informatique quantique, ça s'en vient et cela changera la façon dont on gère le cryptage des données. Donc, de prendre les avant dès maintenant, d'investir dès maintenant, donnera au Canada et au MDN donc une longueur d'avance quand cette technologie aura pris davantage d'ampleur. Dans cette situation, les parties donc crypteront les données et exigeront le paiement d'une rançon. Mais avec l'informatique quantique, ça permettrait de nullifier cette procédure de cryptage et donc on pourrait récupérer les données sans payer de rançon. De plus, l'informatique quantique pourrait être utilisée pour protéger les points d'accès à nos réseaux nationaux. Et donc, rendre le Canada plus résilient face aux attaques cyber. Ensuite, Ali va vous parler de l'apprentissage automatique et de l'IA. Merci. Oui, je vais vous parler de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Alors, l'IA et l'apprentissage automatique deviennent de plus en plus essentiels pour la cybersécurité. Ces technologies permettent d'analyser les données et de suivre toutes sortes de cybermenaces, y compris l'utilisation de rançongiciels. La raison pour laquelle l'IA est si importante, c'est au vu de la prolifération donc des rançongiciels et des logiciels malveillants, les méthodes d'attaque évoluent sans cesse. Si bien pour se défendre contre quelque chose d'imprévisible, il nous faut une intelligence capable d'explorer toutes les possibilités de bien mieux que les humains, même si il y a souvent donc un processus de cryptage, on se penche souvent sur la manière de décrypter les fichiers et ça nous mène à songer à payer une rançon. Mais avant le cryptage des données, il y a une intrusion sur le réseau et l'intelligence artificielle peut détecter cette intrusion sur un réseau et bloquer cela avant même
la récupération des fichiers. Donc, s'il n'y a pas de détection d'intrusion, le processus d'intrusion peut être repris donc et les dommages minimisés. On peut également donc passer en vue toutes sortes d'articles et d'informations dans les médias sur les intrusions, les attaques, ce qui pourrait nous protéger à l'avance. Une cybersécurité basée sur l'IA permet donc d'avoir une vue à jour des dangers. Avec ces connaissances, nous pouvons prioriser les attaques, le moment des attaques, les systèmes sur lesquels les attaques pourraient porter et ce que nous pouvons faire pour nous défendre. Maintenant, je vais passer en revue les avantages et les inconvénients de notre approche. Tout d'abord, notre proposition offre des possibilités de collaboration avec des partenaires internationaux, avec des alliés, des groupes comme l'OTAN, d'apprendre de la part des attaques précédentes, de créer de nouvelles normes, de nouveaux standards internationaux et de garantir une réaction forte et coordonnée mondiale face à ces cyberattaques. Comme je l'ai dit précédemment, on peut devancer ces attaques avec l'apprentissage machine et se protéger contre d'autres menaces. L'informatique quantique nous permettra de prendre des devants. Si on innove et on investit dès maintenant, le Canada aura une position plus forte dans cette science et cette technologie et une meilleure position défensive à l'avenir. Pour ce qui est des inconvénients, l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. Il y a des biais, des erreurs accidentelles, parfois par surgénéralisation, des menaces sont identifiées alors qu'il ne s'agit pas de menaces, etc. Pour l'apprentissage machine, il faut une attaque pour détecter les attaques futures. Ce n'est pas donc, il faut une tentative d'attaque pour que l'apprentissage machine entre en jeu et qu'on puisse en tirer les leçons. Et il faut noter aussi que les pirates aussi ont accès à cette technologie, peuvent l'utiliser à leur avantage. Mais nous pensons que cela nous donne toutes les raisons de reprendre cette technologie dès maintenant. Et alors que le quantique peut devenir de plus en plus compliqué, nous pensons que les avantages l'emportent vraiment sur les inconvénients. Pour résumer tout ce que nous venons de discuter, tout d'abord, nous pensons que le Canada ne devrait pas payer la rançon. Deuxièmement, le Canada devrait adopter une réponse pan-gouvernementale à l'attaque et le MDN peut contribuer à dissuader de futures attaques en soutenant une innovation ciblée en termes d'informatique quantique, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ou d'apprentissage machine. Merci.
concerne votre troisième recommandation, vous avez parlé de l'application de l'IA et de l'apprentissage machine, que cela permettra de renforcer notre défense nationale et que les forces armées devraient employer cela de plus en plus pour se défendre contre de telles attaques. Est-ce que vous pourriez aller plus loin et nous dire comment ils pourraient utiliser ces outils selon vous? Dans le cadre du mandat du FAC-MDN. Je vous ai entendu dire que d'avoir ces outils, cela permettra d'éviter cette activité-là ou de décourager cela, mais comment est-ce que vous pensez est-ce que cela s'appliquerait? Bonne question. Je pense que l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine sont encore des domaines volatiles. Dans le cadre de cette présentation, nous avons regardé directement donc le problème du rançongiciel et le cadre donc de l'attaque sur un hôpital. Mais ces technologies peuvent être utilisées de nombreuses manières pour la défense canadienne. Le quantum, ça n'est pas, ça peut être utilisé dans diverses autres choses. Donc, je pense qu'en investissant là-dedans, ça ne nous protégerait pas uniquement dans ces situations-là. Il y a toutes sortes d'autres possibilités. Mais effectivement, cela pourrait être utilisé dans différents scénarios. Merci. Merci de votre attention. Merci aux participants et on va encore applaudir nos merveilleux juges.